HK6, la télé au-delà de l'imagination. Alors, la guerre en RDC, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. On ne sait pas quelle politique mettre en jeu pour finir définitivement cette guerre. Et c'est comme si on l'a laissé rien qu'au président de la République. Parce qu'en fait, quand il s'agit de chercher les postes, il s'agit de chercher des fonctions, tout le monde s'en mêle. Mais aujourd'hui, la guerre, c'est comme si ça appartenait à Fachi. Alors vous, en tant qu'opérateur culturel, analyste politique indépendant, votre réaction? Je dois déjà dire qu'on ne s'est jamais éradiqué un conflit. On ne l'éradiquera jamais. Un conflit, il reste inhérent à la vie. Le conflit, il est intemporel. Les conflits armés restent aussi intemporels, pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais pour le monde entier. C'est ce qui justifie le déséquilibre en Ukraine, en Russie. Nous voyons en Afghanistan hier avec les Américains, et donc l'Irak et j'en passe. Et donc c'est un problème inhérent à la vie humaine. Le problème qui traverse la République démocratique du Congo n'est pas un cas spécifique, c'est un cas général. Et donc moi, en tant qu'opérateur culturel, je sais voir que nous devons aborder les problèmes en analysant d'une manière objective, en identifiant les causes lointaines et immédiates du conflit qui ronge aujourd'hui la République démocratique du Congo sur la partie Est, et voir aussi c'est quel type de conflit que nous avons. À partir de l'identification du type des raisons lointaines et immédiates, nous avons besoin aussi de connaître les acteurs visibles et invisibles de la guerre que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut toujours voir la partie invisible qui cache l'iceberg. L'iceberg cache plutôt des conflits qui tirent ses origines par rapport à la position géostratégique de la République démocratique du Congo face au monde. Nous regorgeons les minéraux du monde de demain, le Tanganyika, le lithium, nous avons le cobalt dans le Lualaba, nous avons les cuivres, que ce soit dans le Haut-Katanga ou le Lualaba, et donc nous avons des minéraux qui sont convoités par des firmes, pas les moindres. Et donc, c'est tout à fait normal que vous détenez des gisements gigantesques dans le pays et que le voisin, les Occidentaux plutôt, qui convoitent, ont besoin de maintenir un climat de tension pour en fait tirer leurs bénéfices. Et donc, la position géostratégique et géopolitique de la République démocratique du Congo nous impose ces destins. Et comment est-ce que nous pouvons en finir? Comment est-ce que nous pouvons aborder ces problèmes? Il est normal que les Congolais puissent prendre conscience d'une manière collective. Prendre conscience que le patriotisme ne doit pas rester un slogan. Pas un slogan, mais nous devons vivre un patriotisme, un nationalisme réel. Et quand nous vivons ce patriotisme, nous allons vaincre nos égos. Ce sont nos égos qui font assez que l'intérêt de la République démocratique du Congo passe en arrière-plan. Donc, cette prise de conscience collective va pousser à ce que nous puissions nous liguer tous derrière les premiers citoyens de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, pour que nous puissions bouter hors les ennemis du Congo. Ça, c'est le combat qui doit se faire, ou la démarche qui doit se faire en interne. En interne, c'est la consolidation de nos efforts pour que nous puissions
défendre comme un seul homme l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Sur le plan extérieur, c'est les rapports de force que la RDC présente sur la table des négociations. Et donc, si vous y allez avec des concessions au-delà du seuil minimal, et donc les résultats ne seront pas bons. Dans le langage diplomatique, c'est la force. Et la force doit être sentie. Nous devons montrer que nous sommes forts, militairement, économiquement et socialement. Et donc, en volet culturel ou dans le volet culturel, je me dis que Israël, les Russes ou les Allemands n'ont pas été forts directement militairement. Nous parlons du Rwanda aujourd'hui, un petit pays, mais ils nous ont imposé la culture. Ils sont forts culturellement, leur unité culturelle. Même s'il y a deux tribus, on ne sent pas aujourd'hui, après les génocides jusqu'à aujourd'hui, même si le conflit est toujours latent, mais nous sentons qu'il y a l'élan de l'unité nationale. Cet élan de l'unité nationale, de la cohésion, pousse à ce que vous puissiez vous rendre fort culturellement. Et donc les Congolais, avec plus de 450 ethnies ou tribus, nous avons la possibilité d'utiliser cette diversité culturelle comme force, en étant fort culturellement, en vendant fort la mentalité congolaise ou l'homme congolais. Nous avons la possibilité demain de changer l'image et de redorer l'image que l'ennemi a de nous. Si on vend l'image culturelle du Congolais, du militaire congolais, ou soit du citoyen lambda congolais, que nous sommes des gens généralement corrompus, des gens sans force, qui n'ont rien, l'image que nous vendons joue sur la psychologie de l'adversaire et ça nous met en position de faiblesse. Et donc, pour moi, nous devons prendre cette conscience-là collectivement, à l'interne, à l'externe, le rapport des forces que nous mettons sur la table des négociations pour que l'autre qui est en face de nous puisse nous craindre. On ne viendra pas vous donner la paix sur un plateau d'argent. Nous devons mériter ça. Et donc, à un moment donné, on doit se prendre en charge, comme M. Kabila l'avait dit. Et donc, nous devons être forts culturellement, s'unir et mettre un dispositif pour que le langage diplomatique soit dur à l'égard de ceux-là qui cherchent la guerre en République démocratique du Congo.